Bonjour Thibaut, je suis ravi de t'accueillir sur ce plateau pour parler de Delos, une entreprise qui disrupte le marché de l'IA générative en ce moment. Tu es cofondateur de Delos avec ton frère. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur Delos et qu'est-ce qui vous guide au quotidien comme entreprise? Merci beaucoup de me recevoir déjà. Donc en effet, je suis un des deux fondateurs de Delos. Donc on est une entreprise d'IA générative. C'est l'exclusivité de notre activité depuis 2 ans et demi désormais, donc depuis une semaine après la sortie de GPT 3.5. C'est une des seules alternatives au monde à Copilot, avec une approche différente, native de l'IA générative. Un modèle de pricing adapté aux grands groupes, donc à la consommation, et qui propose du coup toute une nouvelle suite bureautique, nouvelle génération, pour les problématiques du quotidien du collaborateur du secteur tertiaire. Alors, Delos en quelques chiffres, durant les 7 derniers mois, c'est un chiffre d'affaires qui a triplé. C'est une équipe qui est un peu plus d'une cinquantaine d'ingénieurs désormais. C'est une ouverture au Benelux, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et une expansion aujourd'hui sur le territoire français. Effectivement, on voit il y a de plus en plus d'entreprises françaises qui émergent sur le marché, des internationaux aussi. Concrètement, aujourd'hui, où en sont les entreprises au niveau de l'IA générative? Est-ce que c'est un sujet qui parle à tout le monde? Comment vous abordez ce sujet avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Alors, l'IA générative, c'est un sujet qui est au cœur de tous les débats. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une journée sans que sur l'aspect politique ou sur l'aspect économique, l'IA générative soit confrontée aux actualités. Maintenant, est-ce que l'IA générative est une réalité au sein des entreprises? C'est moins évident. Hein, le ROI est encore à trouver. On pense que c'est dû à beaucoup de choses, mais notamment le fait qu'il y a eu un enthousiasme massif au début, lors des premières sorties des modèles de GPT 3.5 en 2023, mais que la technologie était peut-être pas encore assez mature, encore assez stable, ou encore prête à l'emploi. Là, avec l'émergence de nouveaux acteurs qui sont nés de ces nouvelles technologies, qui ont repris des systèmes depuis zéro, en comprenant que l'IA générative justifiait le fait de reprendre tout depuis le début, on commence à dégager des vrais premiers ROI sur des cas d'usage vraiment bien isolés. La question du ROI, la question des cas d'usage, c'est des questions qui se posent aujourd'hui pour les entreprises. Justement, on a vu qu'il y a quand même une utilisation de la part du grand public sur l'IA, ChatGPT, Midjourney. On voit de plus en plus finalement d'images IA sur les réseaux sociaux. Oui. Vous, aujourd'hui, vis-à-vis des entreprises, est-ce que vous sentez qu'il y a peut-être un blocage pour certains? Peut-être que c'est une question de culture, peut-être que c'est une question d'éthique ou alors de gouvernance. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Alors, vaste débat. Je pense qu'en effet, il y a plusieurs freins aujourd'hui qu'il faut débloquer pour que l'IA générative devienne une réalité. La première chose, c'est débloquer l'agentique. Donc, notre thèse, c'est qu'il va y avoir, et il y a déjà aujourd'hui, deux vrais profils de personnes au sein des grandes entreprises. Les personnes, on va dire, power users, expertes, hein, qui ont pris en main ces nouvelles technologies et qui sont acteurs vraiment du changement, et une grande majorité qui, malgré les formations, malgré l'acculturation, en fait, cette vitesse de renouvellement qu'impose l'IA générative est trop pour eux. Et voilà, ils ont du mal aujourd'hui à se projeter pleinement dans l'intégration de l'IA générative au quotidien. Donc je pense déjà que la première réponse à apporter, c'est le travail en commun. Arrêter de segmenter l'utilisation de l'IA générative à une utilisation individuelle, faire en sorte que les power users emmènent tout le monde avec eux. La deuxième chose, je pense, c'est l'aspect de pricing. Hein, aujourd'hui, si vous prenez des grands groupes du CAC 40 français, de la Fortune 500, c'est très difficile de justifier une licence à 25 €, à 30 € multipliée par 10 000, 50 000, 100 000 collaborateurs. Voilà, ça fait des budgets qui sont vraiment énormes. Donc, il faut des systèmes de pricing adaptés à ce passage à l'échelle. Donc ça, l'idée, c'est de pouvoir payer à la consommation. Ça permet du coup de pouvoir justifier le fait que toute dépense est faite pour un ROI concret, puisque est justifié par l'utilisation. Je pense que le dernier argument majeur, c'est vraiment la sécurité. Plus que jamais, avec ces nouvelles capacités qu'ouvre l'IA générative, le traitement de la donnée, l'endroit où la donnée est déposée devient capital. Donc là, on voit l'importance de l'émergence d'acteurs français, d'acteurs européens qui proposent ces technologies, mais dans des environnements ultra sécurisés, ultra fermés. Et c'est notamment ce que l'on propose chez Delos. L'idée, c'est que les meilleurs LLM du marché aujourd'hui sont indéniablement Claude, les modèles de ChatGPT, mais il y a des options où on peut cloner ces modèles, les mettre à disposition des utilisateurs dans des endroits ultra souverains, ultra fermés. Et c'est ça qu'on propose à travers Delos. Effectivement, tu as parlé de sujets de gouvernance, de sécurité, également sur le fait que vous étiez un acteur français, donc chose qui est quand même assez importante aujourd'hui
notamment dans le cadre international où on voit qu'il y a des acteurs américains, des acteurs chinois qui émergent aussi, où la concurrence est rude. Et finalement, ça vient poser la question de quel modèle de gouvernance pour l'IA générative en Europe. Est-ce que vous avez une vision là-dessus aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont fondamentalement concernés par l'identité française ou européenne, hein, le secteur de la défense, le secteur public. Ça, c'est les secteurs qui regardent avec attention l'identité du tout d'un software. Maintenant, je pense que sur tout le secteur privé, et donc tous les acteurs du tertiaire, je pense qu'ils choisissent le meilleur système. Et ça, c'est la réalité terrible de cette concurrence internationale. C'est une entreprise, qu'elle soit française ou européenne dans le secteur privé, elle va vouloir le meilleur pour son entreprise, le meilleur pour ses employés, parce qu'elle veut être aux normes du marché. Donc, chez Delos, évidemment, on a cette identité française, cet aspect de sécurité, mais je pense que ça ne doit pas être le socle principal de notre offre. Il faut qu'on soit au moins à l'état de l'art du marché pour pouvoir être compétitif dans cet écosystème, parce que comme tu l'as très bien dit, Microsoft, Google, Salesforce et tout ce nouvel écosystème de l'IA générative imposent une concurrence rude et féroce à laquelle il faut savoir répondre. Et je pense que les Français et les Européens ont largement leurs armes pour répondre à cette concurrence. C'est très intéressant. Effectivement, sur le côté nouveaux acteurs qui émergent, vous aussi qui vous positionnez avec une proposition de valeur qui est assez holistique vis-à-vis de l'IA, c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres modèles, d'autres entreprises sur le marché. On a vu aussi qu'il y a des observateurs qui décrient un peu cette technologie ou qui disent même qu'elle s'essouffle, que potentiellement elle situerait en bas de la courbe de Gartner. Ça pose la question de, finalement, est-ce qu'il y a des nouvelles dynamiques, de nouvelles innovations ou de nouvelles pratiques qui peuvent émerger sur le marché? C'est très intéressant parce que ce que tu décris, c'est le bas de la courbe de Gartner. On est après l'enthousiasme initial de l'arrivée d'une nouvelle technologie. On l'a connu il y a 25 ans du reste. Donc comment est-ce qu'on prend de l'enseignement de l'histoire? Dans toute nouvelle révolution, on a un enthousiasme initial, beaucoup de choses qui sont dites qui ne sont pas forcément assurées après technologiquement, ou avec un marché qui est peut-être un peu moins stable. Là, on entre dans la deuxième phase. La phase avec les acteurs matures qui émergent. Je pense que la vraie réponse au fait de proposer des systèmes qui vont être vraiment utilisés, c'est d'avoir des systèmes qui sont nés de cette rupture, qui ne sont pas un layer supplémentaire, un héritage technologique qui dure depuis 25 ans, mais qui ont tout reconstruit pour mettre ces nouvelles technologies au cœur. Et je pense qu'aujourd'hui, des acteurs comme Cursor, comme Lovable, sont des nouvelles têtes montantes dans leur domaine, et ça montre à quel point le fait d'avoir une nouvelle architecture avec l'IA générative en son cœur, peut faire des écarts de performance vraiment incroyables. Et là-dessus, nous, notre approche, elle n'est pas sur le code comme Cursor, elle n'est pas sur le développement de site internet comme Lovable, elle est sur le fait de se dire, on peut littéralement coder 10 fois plus vite avec l'IA générative, on peut, avec une équipe de 10, 20, 50 personnes, concurrencer des géants. Reprenons tout depuis le début, ne choisissons pas une verticale, mais reprenons toute une plateforme bureautique et proposons du coup cette nouvelle approche pour redonner un second souffle à l'IA générative. Très bien. Donc, en tant qu'acteur français, vous êtes bien positionné aujourd'hui. Je pense que tous les insights que tu nous as partagés vont intéresser beaucoup de décideurs. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, Plaisir. pour tous les savoirs que tu nous as délivrés. Et j'espère qu'on pourra se recroiser par la suite. Avec grand plaisir. Et comme d'habitude, merci beaucoup, Web.